dépôt dans les voies respiratoires sera différent. Il y a trois principaux paramètres qui conditionnent le dépôt des aérosols dans les voies respiratoires. Le premier, ce sont les propriétés physiques de l'aérosol, qui vont être conditionnées finalement par le générateur d'aérosols et le médicament. Le deuxième paramètre sont les conditions d'inhalation. Et le troisième paramètre sera l'anatomie des voies respiratoires. Donc on va voir un petit peu les trois de manière simple, mais pour que vous puissiez comprendre quel est l'impact de chaque paramètre. Alors tout d'abord, les aérosols. Donc je disais, c'est la fonction des paramètres physiques de l'aérosol. Donc quand on crée un nuage d'aérosol, avec un système de génération d'aérosol, toutes les particules n'ont pas la même taille dans ce nuage d'aérosol. Il y a des particules qui seront de petite taille, une proportion qui aura de plus grande taille, une autre proportion qui aura encore une plus grande taille. Pour représenter la distribution de cette population de particules de nuages d'aérosol qui est produit, on va le représenter selon cette figure, avec en ordonnée ici la proportion en masse de particules par rapport en abscisse la taille des particules. Alors comme cette distribution est un peu indigeste lorsqu'on la mesure, on détermine par rapport à cette distribution un paramètre qui est important, qui est le diamètre aérodynamique médian en masse, ou le MMAD, qui représente finalement la taille médiane de cet aérosol. Mais il faut savoir, quand on dit que l'aérosol, par exemple, a un MMAD ici de 3 micromètres, que finalement cet aérosol de 3 micromètres comprend des particules qui sont plus petites, de 1, 2 micromètres, et aussi des particules qui seront par exemple aux alentours de 10 micromètres. Et en fonction de la taille de ces particules, la physique associée ne va pas être la même. Par exemple, pour les particules les plus grosses, on va avoir un phénomène d'impaction. Le phénomène d'impaction, c'est comme lorsqu'on est en voiture, qu'on doit prendre un virage, qu'on est très lourd ou très chargé, et quand on prend ce virage très rapidement, on a du mal à prendre le virage et on va s'impacter dans le mur. Et bien les grosses particules, c'est la même chose. Et notamment au niveau du carrefour aéropharyngé, ici, lorsqu'on va prendre des grosses particules, elles vont principalement se déposer au niveau du carrefour aéropharyngé. Ensuite, le deuxième, une fois que ces particules seront passées, les plus petites, il va y avoir un autre phénomène physique, c'est la sédimentation, c'est la particule qui va tomber sous l'effet de son poids dans le fluide porteur, donc dans l'air porteur, et elle va se déposer plus loin dans les poumons. Et enfin, on a un troisième mécanisme de dépôt d'aérosol. Pour les particules les plus petites, c'est le phénomène de diffusion. Donc là, les particules vont se comporter davantage comme un gaz et vont aller plus profond, au niveau plus profond des poumons. Alors pour représenter schématiquement le dépôt des aérosols, ici vous avez un pictogramme qui représente le site de dépôt des aérosols en fonction de leur taille. Donc pour les particules qui ont un diamètre supérieur à 5 micromètres, ça va se déposer préférentiellement au niveau de la sphère ORL. Les particules qui ont un diamètre compris entre 2 micromètres et 5 micromètres, ça va se déposer au niveau des bronches. Et les particules plus petites, entre 2 micromètres et 0,5 micromètres, vont se déposer dans le poumon profond. Pour les particules qui seront inférieures à 0,5 micromètres, on dit que l'efficacité de dépôt est tellement faible qu'elles vont rentrer dans les poumons et ressortir des poumons. Elles vont être exhalées sans s'y être déposées. Donc on comprend ici que lorsque je vais faire un aérosol, par exemple, qui aura un MMAD de 4 micromètres, cet aérosol de 4 micromètres de MMAD va comprendre des particules qui seront plus grosses que 4 micromètres et plus petites que 4 micromètres. Donc je vais avoir un site de dépôt qui sera préférentiellement au niveau des bronches, mais je vais avoir comme des particules qui sont plus grosses qui vont se déposer dans la sphère ORL, et des particules qui seront plus petites qui vont se déposer en poumon profond. Donc voilà, on va déjà avoir un premier effet de la taille des particules qui va conditionner le site de dépôt des aérosols. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est les conditions d'inhalation. Ici, vous avez une étude qui montre, pour un diamètre, un MMAD donné, l'influence du débit inspiratoire sur la quantité déposée dans un modèle de cavité buccale. Et on voit que lorsque je vais augmenter le débit pour une même taille de particules, je peux passer pratiquement de 0% déposé dans la bouche à 77% de déposé dans la bouche. Donc ça s'exprime simplement toujours par le phénomène d'impaction. Pour ma particule, si jamais j'inspire fortement, comme ça, je vais accélérer la vitesse de la particule et je vais accélérer son phénomène d'impaction. C'est toujours comme la voiture qui va aller très vite, qui va avoir du mal à prendre le virage, et pof, ça va se déposer au niveau du carrefour. Donc finalement, c'est pour ça que j'aurais tendance à diminuer le site de dépôt de l'aérosol dans les voies respiratoires en diminuant le débit inspiratoire.
L'autre paramètre qui est important, c'est l'interface. L'interface, ici, vous avez une étude qui a été publiée en 1993 qui montre ici, sur la gauche de la diapositive, une imagerie de dépôt scintigraphique avec un générateur d'aérosol administré par masque et une imagerie de dépôt scintigraphique avec un générateur d'aérosol administré par un embout buccal. Donc on voit qualitativement qu'il y a beaucoup plus de dépôts au niveau de la face et dans l'estomac quand on est par masque par rapport à l'embout buccal. Et ici on le voit, c'est que lorsqu'on administre par masque, le patient peut inspirer par le nez, on se retrouve avec 38% de dépôts dans le poumon, alors que lorsque le patient va inspirer par la bouche, on va avoir 75% de dépôts dans les poumons. Donc tout ça, ça s'explique par le fait que lorsque je vais inspirer par le nez, il y a davantage d'aérosol qui va passer donc, dans le nez, qui va être filtré par les premiers poils du nez, et la cavité nasale est un parfait filtre des aérosols, donc finalement je vais diminuer le dépôt pulmonaire. Alors si jamais je respire par la bouche avec un embout buccal, je vais aller directement dans les poumons. Alors je dois avoir un retour dans ces... Il doit y avoir un micro qui est ouvert à mon avis. Si vous pouviez fermer vos micros, ça serait super. Merci. Le troisième paramètre, c'est l'anatomie des voies respiratoires. Ici, vous avez une image de dépôt qui est assez éloquente, où vous voyez l'imagerie de dépôt avec un patient, avec un sujet qui a des poumons sains. Et ici, un dépôt d'aérosol avec un patient atteint de mucoviscidose. Ce que vous pouvez voir, la différence entre les deux, c'est qu'on a vraiment un dépôt hétérogène avec le patient atteint de mucoviscidose. Finalement, l'aérosol suit les lignes de courant d'air, suit la ventilation du poumon. Et finalement, là où le poumon ne sera pas très bien ventilé, l'aérosol ne va pas aller. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans le patient atteint de mucoviscidose, il y a une restriction des passages pulmonaires avec le mucus, et on va quand même augmenter la quantité d'aérosol déposé chez le patient atteint de mucoviscidose en comparaison du poumon sain. C'est la première influence de l'anatomie du sang. Et la deuxième, c'est par rapport au enfant, l'influence de l'âge. Ici, vous avez une figure qui représente le pourcentage de dépôt avec un nébuliseur, dans le pourcentage de dépôt dans le poumon en fonction de l'âge. Et ce que vous voyez, c'est qu'on va tomber à 1%, tout petit enfant, en comparaison pratiquement de 10% chez l'adulte, par rapport à la charge. Et on peut se dire, finalement, les aérosols, ça n'en met pas beaucoup dans les poumons chez l'enfant, ça ne va pas marcher. Mais non, parce que rapporté au poids de l'enfant, finalement, on en met suffisamment pour avoir un effet thérapeutique, comme l'adulte. Donc vous voyez, sur la conclusion sur le dépôt, pour récapituler ce que je vous viens de dire, le dépôt des aérosols dans les voies respiratoires, ça dépend de 3 principaux paramètres. Le premier paramètre, c'est la propriété physique des aérosols, qui est conditionnée par le générateur d'aérosols et ou le médicament. Donc ça sera la taille des particules, la vitesse des particules d'injection et aussi la quantité que le générateur est capable de produire pour administrer au patient. Le deuxième paramètre sont les conditions d'inhalation du patient, son volume inspiré. Plus il va inspirer un volume important d'aérosol, plus il va prendre d'aérosol. Son débit inspiratoire, lorsque son débit sera fort, ça va limiter le dépôt dans les poumons et augmenter le dépôt dans la sphère ORL. Et l'interface va compter également énormément. Et l'anatomie des voies respiratoires pourra également jouer sur la distribution du dépôt dans les voies respiratoires. Alors maintenant, je vais vous parler comment on peut générer ces aérosols. Et vous allez comprendre l'impact de tout ce que je viens de vous expliquer. On peut classer les systèmes d'inhalation en deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont les nébuliseurs que j'entoure ici, qui sont représentés là, qui sont de 3 catégories, nébuliseurs pneumatiques, nébuliseurs ultrasoniques, nébuliseurs à tamis. Et la deuxième grande catégorie, ce sont les aérosols doseurs, qui sont aérosols doseurs de liquide, type pchipchit de ventoline, ou aérosols doseurs de poudre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les nébuliseurs, ce sont des dispositifs médicaux. Et finalement, ce sont des dispositifs qui sont ouverts, dans lesquels je peux mettre un médicament qui a l'AMM ou pas, dans ce nébuliseur. Et pour un même médicament, je peux utiliser différents types de nébuliseurs. Et pour un même nébuliseur, je peux mettre différents types de médicaments dedans. À côté, ici, vous avez les aérosols doseurs, eux, qui ont le statut de médicaments. Et là, ce sont des couples qui sont indissociables. Le générateur d'aérosol est directement combiné avec le médicament. Et on va voir les avantages et inconvénients de chaque
types de systèmes d'inhalation. Et je vais commencer par les nébuliseurs. Donc le nébuliseur, comme je disais, c'est un système qui est ouvert, mais il se différencie aussi des autres aérosols doseurs par le fait qu'il nécessite une préparation du dispositif, et on doit mettre le médicament dans le réservoir du nébuliseur. Ça demande une préparation pour le patient. Et la durée d'inhalation, elle va être supérieure à 1 minute, contrairement aux autres systèmes où en un puff ou deux inhalations, je prends ma dose. Là, on va dire que c'est à peu près 5 à 10 minutes d'inhalation. Donc c'est un peu plus contraignant. Alors, le problème, c'est comment faire son choix par rapport à l'ensemble des nébuliseurs qu'il y a sur le marché. Ici, vous avez une représentation de problème auquel peut être confronté le prescripteur, c'est qu'il y a plein de nébuliseurs sur le marché, et comment il va faire pour choisir le bon nébuliseur par rapport au patient. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, c'est une étude qu'on a faite dans le laboratoire qui va comparer pour une même molécule dans un modèle pédiatrique avec 3 nébuliseurs différents. On peut avoir jusqu'à un rapport de 10 de déposé dans les poumons, c'est-à-dire que là on n'a pratiquement rien déposé dans les poumons du modèle pédiatrique, alors qu'ici on va avoir une quantité cible qui aura un effet thérapeutique, c'est-à-dire que l'autre nébuliseur qu'on aura prescrit finalement n'aura que très peu d'effet sur le patient. Alors tout d'abord, la nébulisation pneumatique. Le premier type de nébuliseur le plus répandu, c'est le nébuliseur pneumatique. Le nébuliseur pneumatique fonctionne à l'aide d'une source de pression ou de débit associé. On va avoir un réservoir de nébuliseur sur lequel on va connecter un compresseur ou une source d'air mural ou d'oxygène mural. Et ce nébuliseur a l'avantage de pouvoir générer toutes sortes de liquides. Quel que soit le liquide que vous mettez dedans, vous pourrez nébuliser le liquide. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose qui est importante, c'est, comme je disais, ce nébuliseur fonctionne à partir d'une source de pression. Et il est très, très important d'utiliser les bons couples nébuliseur-compresseur. C'est-à-dire, si jamais je prends un nébuliseur qui n'est pas cher avec un compresseur qui n'est pas cher, je ne suis pas sûr que l'ensemble soit efficace. Il faudra s'assurer auprès des fabricants de nébuliseurs, votre distributeur, que l'ensemble nébuliseur-compresseur a été validé ensemble et qu'il est efficace. Alors parmi les nébuliseurs pneumatiques, il existe 2 grands types de nébuliseurs pneumatiques. Le premier, c'est le nébuliseur standard. Vous avez ici représenté un nébuliseur standard, et ici l'alimentation en air du nébuliseur standard, 6 litres par minute par exemple. Ici je vais mettre ma bouche au niveau de l'embout buccal. Ici je vais avoir l'inspiration, donc le débit inspiratoire, ici le débit expiratoire, ici l'alimentation en air du nébuliseur. Lorsque je vais inspirer dans le nébuliseur, je vais prendre l'aérosol qui est produit, et au bout d'un certain, quand mon débit inspiratoire va dépasser le débit d'alimentation en air du nébuliseur, il y a de l'air de dilution qui va passer ici. Donc je vais diluer mon aérosol avec de l'air extérieur. Et lorsque je vais expirer dans le nébuliseur, par exemple sur un temps qui est équivalent au débit, au temps inspiratoire, je vais perdre cet aérosol qui sera en rouge. Donc on voit avec ce type de nébuliseur standard qui produit de manière continue que je vais perdre autant d'aérosol durant la phase inspiratoire que je vais en prendre durant la phase inspiratoire. Avec les nébuliseurs double venturi, ces nébuliseurs sont entre guillemets plus intelligents en ce qu'ils vont produire davantage d'aérosols durant la phase inspiratoire que durant la phase expiratoire. Et on voit ici que donc je vais limiter la perte d'aérosol, augmenter la quantité d'aérosol qui va être produite et diminuer le temps de nébulisation parce que mon débit d'aérosol produit va être augmenté. Alors la différence entre ces 2 nébuliseurs, c'est que l'air passe au point de source d'injection dans le nébuliseur pour produire une augmentation de l'aérosol qui va être administré au patient. Donc il faut privilégier les nébuliseurs à double venturi pour les patients pour assurer une plus grande quantité d'aérosol qui va être administré au patient, également diminuer le temps de nébulisation. Les nébuliseurs ultrasoniques, c'est une autre catégorie de fonctionner à l'aide d'un quartz piézoélectrique. Ici, on va avoir un quartz qui est ici, qui vibre à haute fréquence, et lorsque le liquide est en contact avec ce quartz piézoélectrique, je vais détacher des petites gouttelettes, et ensuite l'aérosol va être inhalé par le patient. Alors l'avantage de ce nébuliseur, c'est qu'il est silencieux, qui permet de produire des grands débits, des grandes quantités d'aérosol.
Le problème, c'est qu'il n'est pas compatible avec tous les médicaments. Par exemple, avec les corticoïdes, on peut voir ici l'image, on a une désactivation de l'activité du principe actif. On voit ici qu'avec un nébulizeur pneumatique, ça fonctionne très bien, alors qu'avec un nébulizeur ultrasonique, je vais casser le principe actif, l'activité du principe actif. Donc, il ne faut pas utiliser d'ultrasonique avec les corticoïdes. Donc, du coup, ça limite un peu l'utilisation des nébuliseurs ultrasoniques. Le dernier type de nébuliseur, alors si ça marche ici, je ne suis pas sûr, voilà, c'est le nébuliseur à tamis. Ici, vous avez une vidéo. Comment ça fonctionne? On va avoir un tamis percé de trous microscopiques. Ici, un quartz piézoélectrique autour. Et lorsque le liquide va être pompé par ce tamis, on va avoir des petites gouttes qui se détachent directement du en fait. On voit les petites gouttes qui sont éjectées du tamis. Et ces petites gouttes-là vont être directement inhalées par le patient, et c'est des gouttes qui sont calibrées pour être microscopiques. Donc on voit une vue en coupe là pour l'aérosol qui est produit à travers ces petits trous, et ça c'est directement on produit des milliers de gouttes par seconde. Et l'avantage de ce type de nébuliseur, c'est qu'on a un nébuliseur de taille qui est silencieux et qui va vraiment être efficace. Le seul problème qu'on a, c'est que, alors le premier problème, c'est que ça coûte cher comme système d'inhalation par rapport aux pneumatiques, par exemple. Et le deuxième problème, c'est qu'on se pose la question de l'altération du tamis dans le temps. C'est-à-dire que pour les patients chroniques, comme les patients atteints de mucoviscidose, on a assez peu de recul pour savoir combien de temps on peut utiliser le tamis. Est-ce qu'en 6 mois, il faut changer le tamis? Est-ce que c'est 1 an que c'est bon? Donc ça, on a un petit peu de... a priori, ça a l'air de se boucher quand même au cours du temps. Alors maintenant, par rapport à ce type de nébuliseur que je vous ai présenté, c'est comment faire le choix du nébuliseur. Ici, vous avez un organigramme pour choisir le nébuliseur. Donc la première chose sur laquelle il faut faire attention, c'est de vérifier que le nébuliseur est bien marqué CE. Ensuite, en fonction du médicament, on va pouvoir choisir le nébuliseur. C'est-à-dire que pour certains médicaments, on n'aura pas le choix du nébuliseur. Le médicament qui est à l'AMM va emmener directement à un nébuliseur qui est sur le RCP. Et dans d'autres cas, on aura plusieurs types de nébuliseurs. Et dans d'autres cas, on n'aura pas du tout de nébuliseur indiqué. Comme on peut voir ici vous avez la liste des médicaments qu'on a l'AMM. Donc par exemple ici les bronchodilatateurs, les corticoïdes, les antibiotiques et ici les nébuliseurs associés qui sont recommandés. Et vous voyez dans certains cas qu'il n'y a rien de marqué. Par exemple pour les bronchodilatateurs, vous n'avez aucun nébuliseur recommandé par les firmes pharmaceutiques. Pour les corticoïdes, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, uniquement des nébuliseurs pneumatiques. Donc ici, c'est nébuliseurs pneumatiques en tout genre. Donc il va falloir faire le choix. Et pour le pulmicort, vous allez avoir donc quelques nébuliseurs qui vont être recommandés. Pour les antibiotiques aussi, vous allez avoir, dans certains antibiotiques comme la colimycine, certains nébuliseurs qui vont être recommandés. Et pour le Keystone, par exemple, c'est un seul type de nébuliseur qui est recommandé. Alors, on va voir pour vous, si vous n'avez pas cette liste-là, ou si jamais il n'y a rien indiqué, comment on peut faire le choix du nébuliseur. Donc, on va commencer par les bronchodilatateurs. Ici, c'est une étude qui a été publiée en 2005, qui montre le site de dépôt d'un aérosol monodispersé entre le 1,5 micromètre, le 3 micromètres et le 6 micromètres. On voit que plus l'aérosol est à une taille importante, plus le dépôt va être central au niveau des poumons. Et par rapport à ce site de dépôt de l'aérosol, il a associé le FEV1, le VMS, en fonction, pour une dose équivalente, pour une taille différente. Et ce qu'on voit, c'est pour les particules à 6 micromètres, on a un meilleur effet thérapeutique. Et lorsqu'on a des débits inspiratoires faibles, et lorsqu'on part à un débit inspiratoire fort, la tendance s'inverse. Tout ça pour dire que finalement, le site de dépôt pour les bronchodilatateurs doit être dans le poumon central. Donc on va privilégier des tailles de particules dont le MMAD est compris entre 2 et 5 micromètres pour les bronchodilatateurs. Si jamais on prenait des tailles de particules plus fines, voilà ce qui se passerait. Ici vous avez une autre étude qui mesure l'augmentation de la fréquence cardiaque pour des différentes tailles de particules, et vous voyez que pour les particules les plus fines, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque qui est expliquée par le fait qu'il y a une diffusion systémique des bronchodilatateurs qui va passer directement dans le sang, et on va avoir les effets secondaires de ce qu'on peut avoir lorsqu'on fait une IV, donc une augmentation de la fréquence cardiaque.
Pour les corticoïdes, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas d'ultrasonique. Il y a une autre étude ici qui vous montre que le budésonide ne peut même pas être nébulisé avec l'ultrasonique. Le budésonide on n'arrive pas à sortir le principe actif avec l'ultrasonique. Même si on voit un nuage, le nuage d'aérosol ne contiendra pas de principe actif corticoïde. Par contre, les corticoïdes peuvent être utilisés avec les nébuliseurs Atami. En ce qui concerne l'huile essentielle, donc pour le traitement des cavités nasales, théoriquement, selon ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut utiliser des nébuliseurs dont la taille qui sera produite sera supérieure à 5 micromètres, mais en théorie, je veux dire en pratique, pour cibler l'intérêt que sont les sinus maxillaires avec les huiles essentielles, on va utiliser un nébuliseur à visée nasale avec un embout nasal et dont la taille des particules est comprise entre 2 et 4 micromètres, puisque pour cibler les sinus maxillaires, il faut des tailles de particules, comme ça a été démontré, comprises entre 2 et 4 micromètres. Par contre, on va utiliser surtout un embout nasal. Pour comparaison, ici, vous avez une étude qui a comparé pourquoi on utilise des nébuliseurs plutôt que des sprays nasales pour administrer des médicaments. Ici, vous avez une étude qui compare l'administration d'un médicament par spray dans un modèle de cavité nasale versus un nébuliseur. Vous voyez que le spray nasal met de manière très proximale le médicament et finalement on ne va pas pouvoir aller dans les zones d'intérêt, donc que sont les sinus qui sont derrière. En comparaison des nébuliseurs, on va tout cibler dans la zone derrière, la région des cornets, ethmoïdes, etc. Et donc pour les nébuliseurs nasales, il y a une recommandation qui vient d'être publiée par la Société française d'orynologie. Ce qui est recommandé, c'est que les nébuliseurs pneumatiques soniques, donc pneumatique, c'est pas pneumatique sonique, c'est différent de ultrasonique. C'est pneumatique sonique, c'est un pneumatique sur lequel on va rajouter un son pour améliorer le site de dépôt dans les sinus maxillaires. L'embout nasal doit être privilégié pour l'administration nasale des médicaments. Si jamais on ne peut pas utiliser l'embout nasal, on utilisera le masque. On n'utilisera pas l'embout buccal pour l'administration nasale, pour l'administration d'un médicament à visée nasale. Et les corticoïdes et les antibiotiques qui ont la même pour la nébulisation à visée bronchopulmonaire sont recommandés pour le traitement par voie nasale, et ceci sans dilution. Alors pour conclure sur le choix des nébuliseurs, les pneumatiques peuvent nébuliser toutes sortes de médicaments. Il faut faire attention à l'association compresseur-nébuliseur. Il faudra privilégier les nébuliseurs à ventilateur actif. Les nébuliseurs pneumatiques ont l'avantage d'être solides, donc ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est des nébuliseurs qui sont robustes, on peut les emmener n'importe où, c'est du plastique avec le réservoir, donc ils sont vraiment, c'est des choses, on peut les faire tomber par terre, il n'y a pas de problème. Les ultrasoniques, ils sont plus fragiles et finalement ils ne peuvent pas nébuliser les suspensions et les mélanges, et ils sont de plus en plus réservés à l'humidification, de par leurs problèmes. Les nébuliseurs Atami, ce sont des nébuliseurs qui sont portables silencieux, dans certains cas très rapides. On a peut-être une accélération du dispositif dans le temps, et finalement ces nébuliseurs-là vont être réservés de plus en plus aux dispositifs, ce qu'on appelle aux drug and device. Donc par exemple, comme avec le Keystone, c'est que le nébuliseur est conditionné avec le médicament. C'est quand on achète le médicament, le nébuliseur est vendu automatiquement avec. Et ce qui sera important, donc, c'est de demander surtout à votre fabricant de dispositifs ou au fournisseur les performances du nébuliseur, donc notamment en termes de taille de particules, de débit d'aérosol produit et de volume résiduel, la quantité de médicaments qui reste dans le nébuliseur à la fin de la séance d'inhalation. Ensuite, ce qui est important pour le choix du nébuliseur, lorsque vous allez prescrire au patient, si jamais c'est un médicament à visée nasale, vous allez prescrire un embout nasal au patient. Si le patient ne peut pas supporter l'embout nasal, dans le cadre du médicament à visée nasale, vous utiliserez un masque facial pour le patient. Si c'est un médicament à visée pulmonaire, on va privilégier l'embout buccal pour limiter le dépôt sur la face du patient avec le masque facial, ou pour limiter la filtration de l'aérosol par le nez s'il inhale par le nez. Et si jamais le patient ne peut pas prendre l'embout buccal, on prescrira un masque facial. Ensuite, le choix du nébuliseur par rapport aux médicaments. Pour les bronchodilatateurs, les corticoïdes, anti-asthmatiques fluidifiants bronchiques, on prendra un nébuliseur pneumatique ou Atami dont le MMAD est compris entre 2 et 5 micromètres. Pour les antibiotiques, on fera très attention aux nébuliseurs.
il faudra un nébuliseur qui soit très performant en termes de rendement, en termes de quantité d'aérosol qui va être délivré au patient. Donc on prendra un nébuliseur qui va produire un MMAD compris entre 2 micromètres et 5 micromètres. Et on prendra un nébuliseur qui est recommandé dans le RCP ou un nébuliseur qui est équivalent au nébuliseur recommandé dans le RCP. Pour la pentamidine, on utilisera un nébuliseur qui fait des tailles de particules fines. Ça sera un nébuliseur pneumatique avec un filtre expiratoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'huile essentielle, le goménol, ça sera un nébuliseur principalement sonique, pneumatique sonique, je rappelle, avec un embout nasal. Ah là là, j'ai rien du tout sur la figure, c'était sur le mélange de médicaments, je suis désolé. Donc sur les mélanges de médicaments, ce qu'il faut savoir, c'est que les bronchodilatateurs peuvent être mélangés entre eux. Le budésonide peut être mélangé avec les bronchodilatateurs. Et on n'aura pas de mélange avec les antibiotiques d'ornasalfa et iloprost et pentacarinate. Ces mélanges, on ne mélange pas les antibiotiques avec d'autres médicaments parce que ce n'est pas démontré dans la littérature. Et si on doit faire un mélange de médicaments, on le fera principalement avec un nébuliseur pneumatique. Si on utilise un nébuliseur ultrasonique pour le mélange de médicaments, le fait de rajouter des ondes ultrasonores va accélérer pour créer des effets, des réactions chimiques entre les molécules et favoriser des précipités et donc inactiver les principes actifs. Donc si c'est un mélange, c'est nébuliseur pneumatique, bronchodilatateur ensemble, ok, budésonide plus bronchodilatateur, ok, et les autres, on évite les mélanges. L'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on dilue ou pas? Lorsqu'on a par exemple un bronchodilatateur de 2 ml qui est introduit dans le réservoir du nébuliseur, est-ce que je rajoute 2 ml pour faire 4 ml? Souvent c'est la pratique. L'étude qui est présentée ici dit que non. Il n'y a pas besoin de diluer, c'est si jamais c'est un bon nébuliseur. Donc si jamais vous avez un nébuliseur dont le volume résiduel est inférieur ou égal à 1 ml, vous n'avez pas besoin de dilution. Si jamais vous ne savez pas, en effet, vous diluez avec du sérum physiologique pour avoir un volume minimum de 4 ml. Donc c'est principalement avec les bronchodilatateurs et les corticoïdes. Pour les médicaments que vous allez utiliser hors AMM, il faudra faire attention à l'osmolarité du médicament, donc elle doit être proche de 300 milliosmolaires. Vous regarderez aussi les excipients qui sont dans les médicaments. Donc par exemple, on ne va pas utiliser de médicaments qui contiennent des sulfites, ça peut créer des bronchospasmes. La séance de nébulisation, comment elle doit se dérouler? Comment vous allez expliquer la séance de nébulisation à votre patient? La première chose, c'est de préparer l'appareillage. Donc le patient, il doit d'abord vérifier que son système est propre, il doit ensuite bien lire son mode d'emploi et connecter par exemple sur le nébuliseur pneumatique le tuyau d'alimentation en air au nébuliseur. Ensuite, il doit préparer le médicament, donc ouvrir l'ampoule, verser le médicament directement dans le réservoir du nébuliseur. Si ça doit être conservé au frais, il doit le conserver au frais. Ensuite, la position du patient lorsqu'il fait sa séance d'inhalation. Le patient doit être assis confortablement et respirer tranquillement durant sa séance d'inhalation. Donc, il doit respirer calmement dans le nébuliseur et la séance d'inhalation est finie lorsqu'il ne voit plus d'aérosol produit par le nébuliseur ou si le médecin a indiqué que la séance d'inhalation devait durer uniquement 10 minutes. Donc je pense principalement bronchodilatateur. Comment est-ce qu'il faut respirer durant la séance de nébulisation? Avant, ce qui était dit, c'est de faire une inspiration profonde, de bloquer en phase inspiratoire. Donc ça, c'est fait, c'est vrai pour les aérosols doseurs, mais pour les nébuliseurs, finalement, ce qui a été montré avec les bronchodilatateurs, quand on a une exposition à un aérosol avec les nébuliseurs, il n'y a pas besoin d'avoir un mode respiratoire particulier. Le principal, c'est de respirer tranquillement et calmement pour que la séance se passe le plus confortablement possible. Une fois par semaine, soit avec de l'eau en ébullition, ou soit avec une solution d'eau chlorée. Et tous les jours, on fera attention, les nébulisations. Donc, stérilisera principalement soit avec de l'eau en ébullition, ou alors avec stérilisateur par exemple à biberon, ou encore avec
des solutions chimiques type Bactineb pour les stériliser à froid. Alors voici le modèle d'ordonnance que doit faire le médecin lorsqu'il prescrit un nébuliseur. Il va d'abord avoir une ordonnance pour prescrire le médicament. Donc par exemple 2 séances de nébulisation de Pulmicort avec une séance de nébulisation de 10 minutes à chaque séance, et ça à renouveler 4 semaines. Et un autre modèle d'ordonnance où il va indiquer dessus le matériel de nébulisation. Donc par exemple location d'un nébuliseur pneumatique et d'un compresseur qui sera compatible avec la nébulisation de Pulmicort. Donc le pharmacien sera en charge de fournir l'appareil et le médecin marquera également l'interface embout buccal de manière privilégiée ou embout facial, masque facial si jamais le patient ne peut pas utiliser l'embout buccal. Maintenant je vais vous passer aux aérosols doseurs de poudre. Donc comment ça fonctionne? Donc ça c'est l'autre catégorie. Il y a les aérosols doseurs, donc dans les aérosols doseurs il y a l'aérosol doseur de poudre. Donc l'aérosol doseur de poudre, c'est comme je disais, c'est un dispositif qui est combiné. Donc on prend une inhalation instantanée avec l'aérosol. Comment ça fonctionne? Vous avez ici une gélule qui va contenir l'excipient, donc par exemple du lactose, et en bleu le principe vont se séparer des petites particules de principe actif. Les grosses particules d'excipients qui sont du lactose vont rester coincées au niveau de la sphère ORL, et les petites particules de principe actif vont aller dans les poumons. Alors l'avantage de ce système, c'est que ça tient dans la poche. C'est en une inhalation, j'ai pris ma dose. Et il existe différents types de systèmes, type Discus ou Turbualer, où on va avoir des systèmes qui sont multidoses. Donc on pourra prendre avec un même système, plusieurs doses. Le problème des systèmes d'inhalation de poudre, des dry powder inhalers, comme on appelle ça, c'est que la première chose, c'est que la fraction de fines particules qui va aller dans les poumons est fonction de l'humidité extérieure. Principalement parce que c'est dû à la poudre. La poudre, lorsqu'on lui met, quand je vais inspirer, et si j'ai un air très humide à l'extérieur, le patient ne va pas recevoir la même dose parce que l'humidité de l'air va se mélanger à la poudre et je vais avoir un problème de désagglomération de la poudre. Donc en fonction de l'humidité extérieure, dites-vous que le patient ne va pas prendre la même dose. Donc ça c'est important aussi. Et l'autre chose qui est vraiment très importante, ici vous l'avez sur l'image, c'est que toujours la dose de fines particules, donc de la dose qui va dans les poumons, est fonction du débit inspiratoire du patient. Plus le patient inspirera fort dans le système d'inhalation de poudre, plus il va prendre une grande quantité de médicaments dans les poumons. Et en fonction des systèmes, ici on peut voir, le débit minimal inspiratoire ne sera pas le même. Et on ne peut pas savoir si le patient, si mon patient a un débit inspiratoire de pointe qui est à 100 litres minute, c'est pas parce qu'il a un débit inspiratoire de pointe à 100 litres minute dans un gros tube que ça sera suffisant pour que ça fonctionne avec un système. Les systèmes ont une résistance intrinsèque et il faudra vérifier pour chaque système que le patient a un débit inspiratoire suffisant pour faire fonctionner le dispositif de poudre. Et le seul système actuellement qui est sur le marché qui permet de savoir ça, c'est ce qui s'appelle le check-in-gal, où vous allez pouvoir avoir un dispositif où on va choisir le dispositif d'inhalation, régler le dispositif d'inhalation dessus, le patient inspire, on mesure son débit inspiratoire maximum et on verra si c'est compatible pour qu'il puisse utiliser le dispositif de poudre. Alors comment on utilise un dispositif de poudre? Donc il faut d'abord enlever le capuchon, ensuite l'armer, ensuite on va faire une expiration prolongée en dehors du système, je dis bien en dehors du système. Le patient met le système à la bouche et va inspirer profondément et très longtemps en faisant là une pause inspiratoire en fin de séance d'inspiration pour favoriser la sédimentation de l'aérosol. Et on verra après avec certains systèmes si le patient a bien pris sa dose. Si c'est des gélules, il faut vérifier que la gélule est vide. Et si c'est un compteur de dose, de bien vérifier qu'il a déclenché le compteur de dose. Sur les aérosols doseurs de type aérosol doseur de liquide, donc les cheap sheets d'aérosol doseur, vous savez donc comment ça fonctionne. C'est avec une pression, je vais délivrer une dose qui va contenir
des grosses particules avec un solvant très proche de l'embout buccal, et dès qu'on s'éloigne, je vais faire évaporer ce solvant, je vais donner naissance à des particules peu fines. Ce système nécessite une coordination main-poumon, c'est-à-dire que lorsque je déclenche l'aérosol, je dois inspirer en même temps. Et il y a un gros problème avec ces systèmes-là, c'est que 50% des utilisateurs n'utilisent pas correctement ce type d'aérosol doseur. Donc, comment il faut faire pour utiliser ce système d'aérosol doseur? La première chose, c'est que je vais agiter mon aérosol doseur en 1. Ensuite, je vais enlever mon embout buccal. De la même manière que l'aérosol doseur de poudre, je vais expirer en dehors du système. Ensuite, je place mon système en 4 dans la bouche. En 5, je vais déclencher, je vais appuyer, exercer une pression manuelle sur le système et je vais inspirer en même temps. Et ça, il faut que je le fasse au début de l'inspiration. Ensuite, pareil, je vais enlever mon système de la bouche et je vais faire une pause inspiratoire pour que l'aérosol soit bien délivré. Et c'est dans cette coordination qui est nécessaire avec l'aérosol doseur qu'il y a un gros problème au niveau des patients. Pour pallier à ce problème-là, il y a des systèmes qui sont sortis, donc de type aérosol auto-déclenché. Je vois que j'ai du retard, donc je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie-là. Le système auto-déclenché, c'est que dès que le patient aura un débit inspiratoire supérieur à 30 litres minute, le système va déclencher automatiquement la dose. Donc je vais armer mon système, j'inspire par le système. Dans le système, la dose est délivrée. Ce que nécessite ce système-là, c'est d'avoir un débit inspiratoire supérieur à 30 litres minute pour déclencher le système. Et dans ce cas-là, le patient pourra bien prendre sa dose. Alors, j'ai pas les autres diapositives. Alors, excusez-moi. Tac. Hop, pardon. Voilà. Le deuxième solution, c'est d'utiliser une chambre d'inhalation. Et là, je voudrais faire une différence importante entre la chambre d'inhalation et le spacer. Donc voilà ce qui peut être pratiqué classiquement dans certains pays, c'est l'utilisation d'une bouteille avec un aérosol doseur pour administrer l'aérosol. Et à côté de ça est vendu des chambres d'inhalation. Alors je vais vous expliquer la différence que c'est, la différence entre chambre d'inhalation et spacer. Donc ici vous avez donc là en haut un spacer, en bas une chambre d'inhalation. Le spacer, donc ici vous avez l'aérosol doseur qui est un peu décalé, je suis désolé. Ici l'embout buccal du patient. Ici vous n'avez pas de valve, ici vous avez des valves. Lorsque le patient inspire, je vais envoyer l'aérosol dans la chambre. Lorsque le patient inspire, l'air extérieur passe par la chambre pour être inhalé par le patient, il va transporter l'aérosol en même temps. Lorsque le patient expire, vous voyez ici dans le cadre du spacer, je vais ressouffler par la chambre. Alors qu'ici, je ne vais pas ressouffler par la chambre. Donc avec le spacer, si jamais je déclenche l'aérosol en même temps que le patient expire, le patient ne va prendre aucune dose d'aérosol. Avec la chambre d'inhalation, finalement, quel que soit le cycle respiratoire du patient, je pourrais prendre la dose. Donc finalement, avec les chambres d'inhalation, c'est complètement adapté au nourrisson. Le patient n'a pas besoin de synchroniser l'aérosol doseur à l'inspiration du patient, alors qu'avec le spacer, il faudra toujours que je synchronise l'inspiration au déclenchement de l'aérosol doseur. Ici, vous avez un autre effet de la chambre d'inhalation. L'aérosol doseur provoque un fort dépôt dans la sphère ORL. Et par exemple, avec les corticoïdes, ça peut avoir des effets secondaires comme la candidose sur certains patients. Donc, quand j'envoie un aérosol sans chambre d'inhalation, je vais avoir un fort dépôt. Et quand j'utilise une chambre d'inhalation, je vais réduire mon cycle de dépôt dans la sphère ORL du patient et donc limiter les risques de candidose. Alors, comment utiliser une chambre d'inhalation? La première chose, c'est d'abord bien agiter son aérosol doseur. Ensuite, de mettre l'embout buccal de la chambre ou le masque facial autour de la face de l'enfant, par exemple. D'insérer l'aérosol dans l'extrémité opposée de la chambre d'inhalation. D'appuyer sur l'aérosol doseur pour déclencher l'aérosol doseur dans la chambre d'inhalation. Et ensuite, que le patient respire dans la chambre d'inhalation au moins 5 cycles respiratoires. Et on va voir les mouvements de valve. Alors les principaux points pour l'utilisation d'une chambre d'inhalation, c'est qu'il ne faut pas délivrer plusieurs doses d'aérosol successifs dans la chambre. On fera une dose, le patient va respirer 5 fois et on refait une dose après.
il faudra s'assurer aussi d'étanchéité entre l'interface et le patient, c'est-à-dire que quand on met un masque sur la face de l'enfant, il faudra vérifier que le masque est bien étanche, et ça on le verra avec le mouvement des valves qu'on voit dans la chambre, et on fera également un traitement de surface de la chambre en fonction des recommandations du patient, c'est-à-dire que par exemple on pourra utiliser du produit vaisselle pour limiter l'adhérence des aérosols dans la chambre d'inhalation, et on pourra aussi précharger la chambre d'inhalation, c'est par exemple faire 2 puffs à vide dans la chambre d'inhalation avant la première utilisation de la chambre. Ici, vous avez un résumé du dépôt des aérosols dans les voies respiratoires en fonction des différents aérosols doseurs. Donc ici, pour l'aérosol doseur de liquide, vous voyez qu'on a un fort dépôt d'aérosols dans la sphère ORL et à peu près 20% de dépôt d'aérosols dans les poumons. Lorsqu'on utilise une chambre d'inhalation, on va avoir la même dose principalement dans les poumons, mais réduire ce qui va se déposer dans la sphère ORL. Avec l'aérosol doseur de poudre, on va avoir à peu près 20% aussi de dépôt d'aérosols dans les poumons, et une grande partie aussi déposée dans la sphère ORL. Ça, c'est dû au fait que j'ai besoin d'un fort débit inspiratoire et je vais avoir un fort dépôt dans la sphère ORL. Et finalement, avec les nébuliseurs, vous voyez qu'on a 20% de dépôt, 10 à 20% de dépôt dans les poumons et peu de dépôt dans la sphère ORL. Donc ici, vous voyez la répartition du site de dépôt avec les différents types d'aérosols. Donc finalement, avec l'aérosol doseur de liquide plus chambre d'inhalation et avec le nébuliseur, je vais davantage cibler le dépôt dans les poumons et moins en mettre dans la sphère ORL. Alors maintenant, comment on fait pour choisir le bon type de système d'inhalation en fonction du patient? Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, la première chose à savoir, c'est est-ce que le patient a une bonne coordination main-poumon. Ici, si le patient a une bonne coordination main-poumon, on va se poser la deuxième question, est-ce que le patient a un débit inspiratoire de pointe supérieur à 30 litres minute? Si le patient a un débit inspiratoire supérieur à 30 litres minute, il a une bonne coordination main-poumon. Le patient pourra utiliser, en première intention, soit l'aérosol doseur pressurisé, soit le dispositif inhalé de poudre. En deuxième intention, pourra être prescrit le nébuliseur. Ensuite, si le patient a une bonne coordination main-poumon, mais un débit inspiratoire de pointe inférieur à 30 litres minute, il ne pourra pas utiliser des dispositifs de poudre, parce que son débit inspiratoire ne sera pas suffisant pour désagglomérer la poudre et avoir une dose suffisante dans les poumons. Donc le patient, dans ce cas-là, ne pourra utiliser en première intention que l'aérosol doseur de liquide. Et en deuxième intention, le nébuliseur. Ensuite, si le patient a une mauvaise coordination main-poumon, dans ce cas-là, il ne pourra pas utiliser ce type d'aérosol doseur. Dans le cas où il a une mauvaise coordination main-poumon et que son débit inspiratoire de pointe est supérieur à 30 litres minute, il pourra utiliser l'aérosol doseur auto-déclenché ou le dispositif de poudre en première intention. Et en deuxième intention, il pourra utiliser soit le dispositif aérosol doseur avec une chambre d'inhalation ou le nébuliseur. Et si jamais le patient n'a ni bonne coordination main-poumon ou ni débit de pointe inspiratoire de pointe supérieur à 30 litres minute, il faudra qu'il utilise une chambre d'inhalation ou un nébuliseur. Et là, je pense par exemple à la pédiatrie, où ce type de patient ne pourra pas avoir une coordination main-poumon. Un nourrisson ne peut pas avoir une coordination main-poumon et n'aura pas un débit inspiratoire de pointe suffisant pour utiliser la poudre. Donc en conclusion, le choix du système d'inhalation est fonction du médicament, c'est-à-dire qu'on va avoir des médicaments qui sont disponibles sous telle forme de système d'inhalation, c'est-à-dire j'aurai des médicaments qui sont disponibles sous la forme de l'aérosol doseur, par exemple je pense au dispositif combiné. J'aurai des médicaments qui seront disponibles sous forme nébuliseur, mais qui ne seront pas disponibles sous forme aérosol doseur. Donc évidemment on est déjà conditionné par rapport, on va dire, à la forme du médicament. Mais aussi, ce qui est important pour un médicament, par exemple un bronchodilatateur qui aurait différentes formes, ça sera en fonction du patient. Donc comme je le disais à l'instant, en fonction de son débit inspiratoire et sa coordination main-poumon. Donc les deux critères importants, je le répète,
pour le choix du dispositif d'inhalation, c'est la coordination main-poumon et le débit inspiratoire. Ces deux critères permettent de faire le choix du système d'inhalation. Dans un premier temps, on va privilégier les aérosols doseurs de liquide, donc les PMDI, si le patient a une bonne coordination main-poumon, et les dispositifs inhalés de poudre, si son débit inspiratoire de pointe est suffisant. Si le patient est bien traité, c'est pas la peine de changer de système d'inhalation. Même s'il y en a un qui est plus efficace, on dit, etc. S'il est bien traité et qu'il est stable, on ne changera pas de dispositif d'inhalation. Les nébuliseurs ou les chambres d'inhalation sont utilisés également s'il y a la possibilité d'utiliser un embout buccal pour le patient, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'aérosol doseur avec un masque ou de dispositif de poudre avec un masque. Et par exemple, les nébuliseurs ce qu'il faut savoir, c'est que les nébuliseurs sont opérationnels dans toutes les situations. C'est-à-dire que si jamais la question se pose où vous ne pouvez pas évaluer le patient s'il est capable, vous avez un doute si le patient est capable d'utiliser un tel ou tel dispositif, le nébuliseur sera adapté à tout type de patient et dans toutes les situations. Voilà, j'ai fini ma présentation, je suis ouvert pour les questions. Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez. J'espère que j'ai pas été trop long, j'ai essayé d'être suffisamment concis pour tenir dans le temps qui était disponible. Eh bien, merci Laurent. Donc, si on peut résumer en quelques mots, on a compris que tu nous as expliqué les différences entre nébuliseur et aérosol doseur. Tu nous as dit que dans le choix, il y avait deux éléments fondamentaux, qui est la valeur du débit aspiratoire, qui est la coordination main-poumon. Je crois que je n'ai pas vu les diapositives parce que moi je ne les avais pas, mais tu as montré un tableau de compatibilité nébuliseur-médicament. Ça, je crois qu'on pourra l'utiliser. Zouer, oui, en fait... Laurent, tu pourras m'envoyer les diapositives. Voilà, je les diffuserai à oui. tout le monde si tu veux bien. Pas de souci, d'accord. On a vu l'importance de la technique, on a vu aussi l'intérêt des chambres. Donc tu nous as présenté beaucoup de choses. Je pense qu'il doit y avoir des questions, et probablement un besoin de mûrir tout cela parce qu'il y avait beaucoup de données. Voilà, le débat est ouvert. Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Oui. Bamako. Oui, allez-y. Ok. Nous les remercions pour sa brillante présentation. Ma question, c'est surtout par rapport aux différents types de chambres d'inhalation. On a parlé des chambres d'inhalation standard et les spacers. Alors que dans les conditions chez nous, les spacers sont mieux diffusés parce que nous pouvons les fabriquer. Est-ce que l'éducation thérapeutique peut apporter quelque chose par rapport à l'utilisation des spacers? Parce que nous en avons l'habitude de donner, de prescrire aux gens, surtout les montrer comment l'utiliser. Alors oui, en effet, le spacer, c'est des spacers qui sont fabriqués sur place, c'est vous coupez des bouteilles et c'est utilisé comme ça, c'est bien ça? Il s'agit de les bouteilles d'eau minérale. D'accord. Alors, moi, ma recommandation pour utiliser ce type de spacer, c'est lorsque on déclenche l'aérosol, il faut que le patient inspire en même temps. D'accord? Okay. Il faut être le plus synchronisé possible. C'est-à-dire que si jamais ça se fait tout seul, éventuellement, on peut demander au patient, lorsqu'il utilise la chambre, qu'il synchronise son actionnement manuel avec l'inspiration. Si jamais c'est fait par une tierce personne, il faudra bien faire attention et par exemple, la personne va compter jusqu'à 3. Par exemple, il va dire 1, 2, 3. Au troisième, à 3, il déclenche l'aérosol et le patient inspire en même temps. Si le patient expire lorsque l'aérosol doseur est déclenché, le patient ne reçoit rien. Donc ça, c'est très important, en effet. Merci. Est-ce que ça vous va comme réponse à peu près, oui, pour l'éducation thérapeutique sur le spacer?
crois que c'est un S'il vous plaît, professeur Etienne, il y a le professeur Koumaré qui est là, Oui, qui vous attend après les Oui. discussions. d'accord, ok. Oui, ok. Alors, une autre Merci. question. Moi, j'ai une question un petit peu plus Oui, technique. D'abord, c'était très bien, merci beaucoup. Ça concerne le dépôt des particules en cours d'inspiration selon la taille. Ces particules qui vont se déposer dans la zone proximale et plus ça va aller vers la zone distale par rapport à la bouche, ces particules-là ne sont pas récupérables. C'est-à-dire celles qui sont déposées dans la bouche. Donc, celles qui se déposent, par exemple, au niveau du pharynx, celles qui vont se déposer au niveau des bronches, éventuellement, ces particules-là n'ont pas de chance de pouvoir aller au niveau du poumon et restent vraiment en adhérence permanente dans ces zones-là. Non, après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'autres mécanismes comme la clairance mucociliaire qui vont faire remonter très rapidement les particules et vont se retrouver au niveau carrefour aéropharyngé, ils vont être déglutis et vont se retrouver après dans l'estomac. Donc par exemple pour les bronchodilatateurs, on aura tendance à cibler les grosses bronches pour avoir l'effet bronchodilatation, donc au niveau des muscles. Donc on va vraiment cibler les bronches, alors qu'au niveau des antibiotiques, on aura tendance actuellement à plutôt inonder l'ensemble du poumon, mais on va avoir, parce qu'il y a plusieurs mécanismes dans le poumon au niveau des médicaments. Théoriquement, plus on va aller profondément, moins il y aura d'effet de la clairance mucociliaire. Par contre, plus il y aura d'effet aussi de passage systémique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention sur le type de nébuliseur qui doit être utilisé. C'est pour ça que j'ai essayé de donner les caractéristiques suffisamment larges des nébuliseurs. Pour les bronchodilatateurs, grosso modo, on veut cibler le poumon. Pour les antibiotiques aussi de manière générale, et par exemple pour la pentamidine, c'est le seul où on veut aller dans le poumon profond. Après se pose la question, par exemple, en effet, pour traiter les laryngites, j'en ai pas parlé, avec l'adrénaline, où on va plutôt essayer de cibler, on va pas cibler le poumon, mais on va plutôt cibler les voies aériennes supérieures. Et donc là, dans ce cas-là, ça sera un effet immédiat, instantané. Une dernière question. Si on veut cibler le poumon profond, est-ce que, par exemple, des nanoparticules chargées, des nanoparticules lipophiles, hydrophiles, non pas hydrophiles, des lipophiles, par exemple, est-ce que ça augmente les chances pour cibler le profond, c'est-à-dire le poumon profond? Oui, alors, pour vous donner un exemple, la cigarette, ce sont des nanoparticules, et la cigarette, on arrive à en mettre dans les poumons. Donc c'est des particules qui font, on les a mesurées, ça fait 200 nanomètres de taille de particules. Donc ce qui est en développement, en effet, c'est d'étudier l'intérêt de l'utilisation de particules ultra fines, donc submicroniques, par rapport. Donc ça c'est en dehors, c'est plus dans le futur des perspectives d'utiliser des particules très très fines qui iraient très profondément. Et en effet, ces particules théoriquement, on dit, comme je disais tout à l'heure, elles rentrent et elles ressortent, mais comme vous le dites très justement, ces particules qui sont très fines, des particules solides, quand elles vont rentrer, elles vont avoir tendance à grossir au fur et à mesure dans les poumons, de par l'humidité qu'il va y avoir, et elles vont grossir au fur et à mesure qu'elles rentrent. Elles vont rentrer, elles vont pas avoir des phénomènes d'impaction, et elles vont aller directement en territoire cible et grossir et avoir une grosse taille après et peuvent se déposer. Donc ça c'est l'idée de développement dans les années à venir, d'utiliser des particules submicroniques pour cibler vraiment le poumon et s'affranchir du dépôt de la sphère ORL. Merci. Etienne, j'ai une question. Oui, une question. Oui, allez-y. Ma question c'est par rapport au mélange en cas de nébulisation. Est-ce qu'un mélange de bronchodilatateur et de corticoïdes est indiqué? Oui, vous pouvez mélanger les bronchodilatateurs et les corticoïdes ensemble. Il faudra faire attention, alors le tableau on ne voit pas, sur le Beclospin,
donc la beclométasone, elle n'est pas compatible avec tous les corticoïdes. Mais le budesonide, lui, est compatible avec tous les corticoïdes. Et pour les mélanges, comme je disais, si on fait un mélange, privilégiez le nébuliseur pneumatique. N'utilisez pas de nébuliseur ultrasonique. Vous risquez de... Il n'y a pas d'étude dessus pour savoir si c'était compatible dans un réservoir ultrasonique. Comme je disais tout à l'heure, l'ultrasonique génère des ondes dedans, des ondes, et on peut rajouter, en fait on rajoute un processus physique qui peut créer un phénomène chimique en interaction avec les deux molécules. Donc le mélange, c'est pneumatique, et corticoïde et bronchodilatateur, oui. Étienne, j'ai une question. Très bien. Une autre question? Oui, de Tunis. On n'a pas entendu Dakar encore. Étienne, oui, tu m'entends? Dakar a une question. Allez-y. Allez-y. C'est toujours par rapport Étienne. C'est Conakry. Alors allez-y, Conakry. Allez-y. Donc, toujours une question par rapport au ménage. Ici à Conakry, souvent dans nos pratiques quotidiennes, nous faisons, n'est-ce pas, un ménage de bronchodilatateur, de corticoïdes et eau distillée. Est-ce que l'eau distillée a son indication ici là? J'ai bien compris, c'est l'eau distillée, c'est ça que vous m'avez dit? Non. Oui, l'eau distillée, oui. Alors pour les bronchodilatateurs, on a dit, il ne faut jamais utiliser d'eau pure. On utilisera toujours du sérum physiologique. Ça sera jamais de l'eau pure. Avec de l'eau pure, vous risquez de faire des bronchospasmes. Donc ça sera toujours du sérum physiologique qu'il faut utiliser. Et le sérum physiologique en nébulisation. C'est pas l'eau pure, eau distillée. L'eau distillée, non, le seul médicament qui est reconditionné avec de l'eau distillée, c'est de la pentamidine. On n'utilisera pas d'eau distillée pure. Ça sera toujours, sinon pour les autres, du sérum physiologique. En association, diluer les médicaments par exemple. Étienne, On n'a pas d'indication uniquement sur l'eau distillée, c'est pas possible. Étienne, Trop important. Ah, vous êtes d'accord, le marié? Oui, 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 tout à fait. Étienne, tu m'entends? Une autre question? Oui, Oui, de Tunis. Oui, Dakar a une question. Allez-y. Oui, ma question concerne essentiellement les dispositifs inhalés. La première question, comment évaluer la bonne coordination main-poumon? Première question. Deuxième question, nous avons vu que dans les bonnes conditions d'administration du produit, il y avait 3 conditions, à savoir la taille des particules, les conditions d'inhalation et l'anatomie des voies respiratoires. Et dans les conditions d'inhalation, on a vu que lorsque la vitesse d'inhalation, donc lorsque l'inspiration était importante, on a vu qu'il y avait un important dépôt des produits au niveau des bronches souches. Donc moins de produits se déposaient au niveau du poumon profond. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser donc ces dispositifs inhalés par rapport aux nébuliseurs dont on pense qu'ils se déposent au niveau du poumon profond à cause de cette vitesse qui est ralentie? Et la troisième question, c'est par rapport au mécanisme d'administration de ces dispositifs. Donc l'étape numéro 3, on a vu qu'il fallait faire une expiration. Cette expiration est-elle bloquée ou une expiration simple? D'accord. Alors pour répondre à la troisième question, l'expiration, elle doit être bloquée avant de réinspirer. D'accord? C'est-à-dire que je vais expirer, je bloque, je mets mon système dans la bouche et j'inspire. Il faut que ça soit comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il bloque après l'expiration, mais pour qu'il ait un volume suffisamment important inspiré. Ensuite, par rapport à votre deuxième question, sur l'intérêt des dispositifs finalement autres qui nécessitent un débit inspiratoire, par exemple, je prends la poudre en effet. Ce qui est paradoxal, c'est que la poudre nécessite un débit inspiratoire fort qui va favoriser le dépôt dans la sphère ORL et limiter le dépôt dans les poumons. En fait, sur les dispositifs de poudre, de manière intrinsèque, le système de poudre a besoin d'un débit inspiratoire
suffisant pour qu'il puisse bien fonctionner. Plus j'inspire fort, plus je fais de fines particules. Donc vous allez avoir les deux phénomènes, je fais des fines particules et je vais avoir aussi favoriser la vitesse. Donc sur les dispositifs de poudre, en effet, ou sur l'aérosol doseur, je vais avoir une quantité d'aérosol dans la bouche qui va être plus importante. Néanmoins, l'avantage de ces systèmes par rapport aux nébuliseurs, même s'ils ciblent moins, ils ciblent moins le poumon, moins spécifiquement le poumon, ce qu'il faut savoir, c'est que les aérosols doseurs de poudre ou pressurisés sont efficaces en termes de dépôt dans les poumons. Par contre, j'en mets plus dans la sphère ORL. Par exemple, si je prends les bronchodilatateurs, ma ventoline, si je fais dans la ventoline, j'aurai une grande quantité de ventoline dans la bouche, mais j'aurai une dose suffisante dans les poumons pour avoir un effet thérapeutique. Et c'est ça l'objet, c'est d'avoir un effet thérapeutique. Mais par contre, j'en aurai plus dans la bouche. De la même chose avec les corticoïdes, si je prends un dispositif de poudre, si j'inspire fortement avec le dispositif de poudre, j'aurai une grosse quantité dans la sphère ORL, mais une quantité suffisante dans les poumons. Par contre, ce que je dirais pour les corticoïdes, avec la poudre, c'est de dire rincez-vous la bouche après. Parce que vous avez une quantité de corticoïdes importante dans la bouche. Et vous en aurez moins avec le nébuliseur. Donc finalement, ces aérosols doseurs sont à privilégier pour les patients qui sont stables, parce qu'il y a la compliance au traitement qui est super importante. Quand vous faites 2 séances de nébulisation de 10 minutes par jour pour les patients au début ils vont le faire, mais si c'est un patient chronique, à mon avis on en aura marre. Donc le mieux c'est que si jamais il peut utiliser l'aérosol doseur, qui est tout de même efficace pour ses poumons, même s'il y a peut-être plus de chances d'avoir des effets secondaires avec ces aérosols doseurs par rapport aux nébuliseurs, privilégie en première intention l'aérosol doseur. Et je crois que j'ai répondu à 2 questions en une. Il me semble. Oui, et il y avait la troisième question par rapport à l'évaluation de la bonne coordination même poumon. Ah oui, comment d'accord, on évalue cette bonne coordination? Alors ça, c'est à vous de regarder. Faire le geste avec un placebo par exemple, ou de faire l'administration devant vous, vous lui expliquez, et après il doit le faire. Donc c'est à vous de voir quand est-ce qu'il inspire et en même temps qu'il appuie. Si jamais, par exemple, il souffle, qu'il appuie en même temps, c'est pas bon. Donc il faudra que vous vérifiez quand est-ce qu'il inspire par rapport à son inspiration. Il faudra qu'il déclenche au début de l'inspiration et qu'il montre bien qu'il fait une pause inspiratoire à la fin. Donc il doit vous montrer devant vous comment il utilise son aérosol doseur. Ça c'est très important. Et ça sera visuel. Hein. Là-dessus, ça sera vraiment visuel. Ce que je retiens, Laurent, de ce que tu viens de dire, c'est que finalement, les aérosols doseurs, je pense en Afrique, c'est quand même le système le plus simple. Oui. Hein, globalement. Oui, il faut effectivement, c'était très judicieux de poser la question de la coordination, etc. Il faut s'assurer de ces choses-là. Mais l'aérosol doseur reste un système simple et applicable. Oui. Est-ce que l'absorption par les voies respiratoires profondes est la même pour toutes les classes de stéroïdes? Je comprends que là, on parle des glucocorticoïdes, mais est-ce que c'est la même absorption pour les progestatifs, les androgènes, les estrogènes et puis les minéralocorticoïdes? Alors là, les médicaments qui ont l'AMM, qui ont été développés et qui ont l'AMM, les corticoïdes, donc principalement les clométhazones et budesonide, ont été designés pour limiter le passage systémique. Si jamais on prend un corticoïde qui n'a pas l'AMM, je ne peux pas garantir que le passage systémique sera si peu faible que les corticoïdes qui ont l'AMM. Donc il faut bien il faut bien avoir ça à l'esprit. Hein. Donc par exemple si on fait avec les nébuliseurs, si on prend un corticoïde qui est utilisé en voie IV, derrière on peut avoir un passage systémique qui peut être plus important. Donc la molécule en effet elle-même va jouer. D'accord, merci.
Oui, par rapport aux différents types de nébulisateurs, j'ai une question. Est-ce que existe-t-il des nébulisateurs portables avec batterie rechargeable? Et si oui, qu'en est-il de leur efficacité? Merci. Alors, donc les nébuliseurs avec batterie rechargeable, alors si c'est pneumatique? Oui. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en règle générale, les nébuliseurs pneumatiques avec batterie rechargeable sont moins performants que les nébuliseurs qui fonctionnent sur secteur. Je dis bien en général, mais ces nébuliseurs peuvent être suffisamment efficaces pour avoir un effet thérapeutique. Et je pense principalement aux bronchodilatateurs et aux corticoïdes. Je ne recommanderais pas d'administration d'antibiotiques avec des nébuliseurs qui sont portatifs. Les bronchodilatateurs, par exemple, on n'a pas besoin d'une grande quantité de médicaments dans les poumons par nébulisation pour avoir un effet thérapeutique. Un nébuliseur standard, on va dire par exemple qui ne serait pas aventurier-actif, sera suffisamment performant pour réaliser un effet bronchodilatation chez le patient. Et c'est pas parce qu'on en met plus après qu'on va augmenter donc l'effet bronchodilatateur. C'est ce qu'on appelle un médicament à effet seuil. Une fois que je suis rendu à mon effet maximum de bronchodilatation, ça sert à rien d'en rajouter plus. Donc oui, les nébuliseurs les compresseurs portatifs peuvent être efficaces, mais je les réserverai uniquement aux bronchodilatateurs, aux corticoïdes et pas aux antibiotiques, parce que normalement en termes de pression ils sont moins efficaces. Ben écoutez, je crois qu'on a à peu près épousé le sujet. On va remercier Laurent pour cet exposé qui était très riche. Laurent, tu n'oublies pas de m'envoyer les diapositives pour que je les diffuse. Zouer, est-ce que tu as pu faire l'enregistrement? Oui, j'ai pu. Tu m'entends ou non? On ne l'entend plus, mais on le voyait. Alors je vous rappelle que la prochaine visioconférence est prévue le mardi 17 mai, même heure, et ce seront des cas cliniques qui seront présentés à partir de Tunis. Et ensuite, la séance suivante, c'est le mardi 31 mai, Yves Tremblay qui nous fera un sujet de recherche qui s'appelle « Stéroïdes et maladies respiratoires néonatales ».